Alors bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle donc on va poursuivre la lecture, le résumé du petit fascicule, hein, c'est vraiment pas grand chose, la motivation. Donc c'est un format que sais-je grosso modo. Donc dans cette partie, on va voir donc ces différents articles, théorie de la motivation et apprentissage. En fait, ça va être une redite de ce qu'on a déjà vu, mais différemment. Peut-être ça nous remettra les idées au clair. La motivation, ça s'en va et ça revient. Il y a très peu de choses que j'ai retenues de ça. Donc je vais le faire dans la même vidéo que celle-ci. Hein. Ça va être cette vidéo-là, vous allez avoir les deux éléments. Puis on aura une sur peut-on susciter le désir d'apprendre, très intéressant, écrit par Philippe Mérieux. Et enfin, peut-être une dernière sur sur les deux derniers articles. Donc dans le petit encadré sur théorie de la motivation et l'apprentissage, on va on va revoir les différentes théories de la motivation, par ordre chronologique si on veut. Donc la première étape, hein, vous l'avez compris mais on le redit, une pulsion pour apprendre. Donc ça vient de nous-mêmes, le pulsion, le désir, l'instinct, voilà. Donc pour Saint-Augustin, on n'avait pas cité encore, mais c'était la libido sciandi, le désir d'apprendre. Pour Freud, on l'a vu, hein, donc c'est le désir d'apprendre, c'est une expression fantasmée du sublimé même du désir sexuel, hein, sublimé voilà, en désir d'étude, et donc ça permet de réaliser son désir sexuel, mais d'un point de vue acceptable par la société. Sinon, il y avait aussi d'autres courants, le désir d'apprendre qui était fondamental chez l'être humain, ça viendrait de la curiosité, etc. Donc ça, ce sont les premières théories qui mettent notre désir d'apprendre comme étant proche de notre inné, de notre instinct, parce que nous sommes des hommes, nous avons le désir d'apprendre, parce que nous sommes des hommes, nous avons le désir sexuel, et donc on peut le sublimer comme ceci, ou on est curieux, et donc comme cela. Bon, donc ça c'était la première étape. La seconde, complètement différente, c'est la théorie donc du behaviorisme avec la notion de récompense, sanction et conditionnement. Donc, comme vous savez, le behaviorisme avec les expériences, en particulier sur le chien très connu, le chien de Pavlov, la programmation conditionnée de Pavlov, etc. C'est-à-dire que donc on a la motivation à apprendre, où on apprend mieux, ou enfin voilà, lorsque on a des réussites et des récompenses. Donc un schéma fait de réussites et de récompenses pour avoir des renforcements positifs ou des renforcements négatifs. Et donc le dégoût proviendrait de l'échec des sanctions, puisqu'on peut inhiber certains comportements en en le sanctionnant tout simplement, et puis au bout d'un moment, eh ben, écoutez, le comportement disparaît. Donc on peut de manière positive ou négative faire apprendre à des animaux hein, à se comporter, et donc c'est l'apprentissage, mais c'est de l'apprentissage peut-être pour le comportement. Et donc ça avait débouché, donc ça c'était Pavlov, et ça avait débouché dans les années 60, donc à un enseignement programmé, c'est-à-dire un enseignement apprentissage sur ordinateur, donc 60 les ordinateurs c'était pas ceux d'aujourd'hui, hein, et donc les élèves progressaient dans un parcours personnalisé où il y avait des questions, des réponses, et puis des bravo continue, non, on recommence, il peut mieux faire, etc. pour essayer de motiver, hein, de le motiver via donc les théories behavioristes. Bon, j'imagine que vous pouvez voir un petit peu ce que ça peut donner comme résultat, comme type de programme, etc. Donc ensuite viennent dessus, donc il y avait les deux théories qui étaient quand même assez antagonistes, hein, donc vient dessus une théorie, donc une troisième voie, sur la psychologie humaniste et le besoin d'accomplissement. Donc c'est initialement Maslow dans les années 50 qui parle de la pyramide des besoins. Alors pourquoi les besoins? Parce que en fait les behavioristes s'étaient rendus compte que l'apprentissage n'est mis, enfin tout le circuit de récompense, etc., n'est mis en place que s'il y a quand même un besoin fondamental, vital en amont. C'est-à-dire que le chien est de la faim, quoi. Voilà, et donc on se demande, enfin, on s'intéresse sur quels sont les besoins, etc., comment ils sont hiérarchisés et autres, enfin voilà. Et donc Maslow a fait sa fameuse pyramide. Alors petite note, hein, parce que je le lis beaucoup, c'est que sa pyramide n'a jamais été démontrée, ni remise en cause, ni rien, on l'a accepté et puis basta, d'accord. Donc dans Maslow, pour monter les échelons de la pyramide, il faut avoir satisfait les premiers échelons en bas, et puis à chaque fois qu'on a satisfait un échelon, naît naturellement la motivation pour les besoins du dessus. Bon, d'accord.
Mais ça n'a pas été démontré encore une fois, hein. Et certains disent que c'est pas si simple que ça, qu'on peut s'intéresser à des choses de haut niveau dans cette pyramide sans avoir forcément tous ses besoins remplis dans les bas niveaux, etc. Mais ça montre quand même, donc tout en haut de la pyramide, hein, donc c'est ça le psychologie humaniste, c'est-à-dire qu'il y a un besoin de se réaliser. Et donc c'est repris par différents psychologues US, Murray, McClelland, on en a déjà parlé, et Atkinson, donc où on nous dit que le besoin d'accomplissement, bah, c'est le pivot des motivations. Donc que cet accomplissement, c'est à la fois personnel parce que c'est l'auto, enfin on se sent bien dans cette discipline, donc la volonté de réussir le mieux possible dans un domaine d'excellence, donc on se sent bien dedans, mais aussi il y a une reconnaissance sociale. Donc vous voyez que là ça ouvre complètement le champ, non seulement à l'intériorité, mais aussi au social, à la reconnaissance hein, sociale, etc. Donc là, c'est quand même assez intéressant par rapport aux deux autres, qui étaient une complètement enfermée en soi, pour, euh, pour celle-ci, et l'autre qui ne venait en finalement que de l'extérieur, mais de manière extrêmement programmée. Voilà. Donc ça ouvre une nouvelle perspective. Et ensuite, ensuite c'est beaucoup de choses qui vont mêler le behaviorisme et ça, enfin bref. Donc ensuite, et bien justement, les approches socio-cognitives, elles sont dites intégratives, puisqu'elles essayent de mêler les deux. On reconnaît la pertinence de la dimension affective de la motivation. Oui, il y a une pulsion, il y a de l'émotion, il y a de l'envie, il y a des choses comme ça. Et puis la dimension cognitive, c'est-à-dire je dois réussir à faire ceci, je dois faire ceci parce que, d'accord, donc c'est la représentation du sujet, pour réussir, pour faire les études, pour plaire à mes parents, enfin bref, d'accord. Mais il y a les deux dimensions, il y a la dimension affective, hein, pulsionnelle si on veut, émotionnelle, et la dimension cognitive, hein, le cerveau, le conscient, qui se motive, hein, dit il faut que je réussisse ceci parce que, et donc avec des buts conscients. Donc les approches socio-cognitives, elles sont, comme c'est marqué ici, centrées sur les représentations de l'élève, que l'élève se fait de la situation, donc de sa confiance en lui-même et de l'estime. Est-ce qu'il va y arriver? Est-ce que c'est difficile? Est-ce qu'il y a un but suffisant, etc. Et voilà, et donc ceci, ce serait le déterminant essentiel de la réussite scolaire pour les constructivistes cognitifs de l'époque. Donc on continue, vous voyez bien la lignée cette fois-ci, hein, contrairement au premier slide où il y avait plutôt une opposition, une grande différence, etc. Maintenant, on va dans une direction intégratrice, etc. D'accord. Voilà. Et donc là, on arrive à la théorie motivation intrinsèque versus extrinsèque de Deci et Ryan. Donc la théorie de l'autodétermination, où cette fois-ci, donc on distingue deux types de motivation, celle qui vient de nous-mêmes et celle qui est suscitée par un élément extérieur. Et donc il constate qu'une personne est d'autant plus décidée qu'elle sera engagée elle-même, donc la motivation intrinsèque est préférable à la motivation extrinsèque. On a vu aussi des exemples dans lesquels les motivations extrinsèques tuaient les futures possibles motivations intrinsèques, etc. Et donc la motivation intrinsèque dans le domaine scolaire, c'est ce qu'on aimerait bien, hein, c'est que l'élève s'intéresse directement à la discipline, qu'il n'attende pas que vous lui donniez l'exercice pour commencer, etc. D'accord. Donc voilà, c'est ça la motivation la plus forte. Bon, c'était à peu près, oui, c'est sûr, mais bon, voilà. Maintenant, c'est scientifiquement prouvé que si on aime une discipline, si on est attiré par elle, on est beaucoup plus motivé que si c'est par un biais extérieur. Et donc on continue avec des approches cognitives. Donc on essaye de demander aux gens d'analyser leur motivation, en termes de buts, quels sont les buts conscients, hein, comment est-ce et donc de faire des plans, etc. Donc pour essayer de voir comment est-ce que l'élève va se comporter, la motivation, elle serait résultante de ses buts conscients. Est-ce qu'il veut réussir? Comment est-ce qu'il interprète la situation? Est-ce qu'il pense réussir? D'accord. Et puis de toutes ces choses plus ou moins conscientes, mais dont on a accès, hein, on peut poser des questions, etc., résulterait en fait sa motivation à quelque chose. Si jamais il se sent fort et que ça l'intéresse, qu'il pense réussir,
bah voilà, il va être beaucoup plus motivé que s'il se sent pas du tout apte à maîtriser, à réussir cet exercice, etc. Voilà, donc là l'intérêt c'est quand même de pouvoir mettre des mots sur nos processus mentaux, sur nos buts, et de voir un petit peu comment ça interagit tout cela, entre les buts à très long terme, hein, je veux réussir mon diplôme, les buts à moyen terme, les buts à court terme, d'accord, voilà, je dois faire cet exercice-là, ouais, mais j'y arrive pas, est-ce que j'ai assez fait, voilà. Donc c'est intéressant de voir cette, ce découpage, si on veut, de buts, et donc d'analyser hein, les raisons qui nous font être motivés ou pas. Et donc, dans cette analyse des buts, on voit bien que la sensation de pouvoir réussir est très importante hein, dans l'engagement que l'on va avoir dans une tâche. Et donc, c'est Bandura qui met donc le sentiment d'auto-efficacité comme facteur essentiel à la réussite. Donc, c'est lié à l'estime de soi. Il y a une dimension réflexive, donc c'est la capacité d'action, le contrôle de la situation. Et donc, c'est à la fin, en fait, c'est à l'issue de la tâche hein, que l'individu peut comparer le résultat avec les objectifs. S'il se trouvait fort et que la tâche lui paraissait simple, mais qu'il a quand même échoué, ça va lui mettre un gros coup au moral. Si la tâche était simple et qu'il se sentait fort encore, qu'il a réussi, bon bah c'est pas, oui c'est logique, hein, voilà, il y a rien de spécial. Si par contre il se sentait pas apte, que la tâche lui semblait trop difficile et qu'il a réussi, ça va booster sa motivation, d'accord. Il va être très surpris d'avoir réussi, etc. Là encore, on est dans le cadre conscient, les individus peuvent exprimer ces éléments-là. Et donc, comme vous voyez à la fin, là, les théories psychologiques de la réflexivité, ça accorde une place importante au contrôle conscient. D'accord, donc c'est plus l'inconscient, c'est l'auto-analyse, c'est l'autodiscipline. On peut se motiver pour faire des choses. Et donc il y a des boucles de rétroaction entre ce que l'on pense initialement, notre estime de soi, ce qu'on pense être la difficulté du problème, et puis notre réussite, etc., qui influence après notre estime de soi dans ce champ de compétences, etc. Ok, voilà, donc c'est que la métacognition dans le processus d'apprentissage, donc ça c'est très important, mais peut-être on verra ça une autre fois si on peut, ou si on ne peut pas, parce que ça, on ne parle pas de ça, bon ben tant pis. Mais voilà, mais c'est vrai que tout ce qui est métacognition, etc., c'est très important dans la réussite scolaire, de comprendre comment on apprend, ou de comprendre ce que l'enseignant attend de nous, ce que le système scolaire attend de nous. Voilà, c'est un gros facteur de réussite au fait. Et voilà, et donc on approche de la fin, c'est-à-dire de l'actualité, hein, puisque maintenant nous sommes passés dans la neuropédagogie, donc on met les enfants sous un scanner et puis on essaye d'observer les réactions physiques du cerveau, hein, d'accord, quelles aires corticales sont stimulées lorsqu'il fait ceci, lorsqu'on lui demande cela, etc. Et donc on s'appuie aujourd'hui, enfin bon, c'est un courant hein, de pensée, hein, qui s'appuie sur les capacités cognitives et le fonctionnement du cerveau pour en tirer les pratiques pédagogiques adéquates. Donc parfois ils retrouvent des pratiques pédagogiques qui existaient avant, d'autres fois ils mettent en lumière, donc on en verra une, c'est l'inhibition, des pratiques, des fonctionnements du cerveau qui sont importantes, hein, d'accord, par exemple l'inhibition. Voilà. Donc qui est physiologique, quoi. C'est dans notre cerveau, c'est comme ça qu'il fonctionne aussi. Et voilà, et ben c'est tout, écoutez, pour cette première partie, mais qui était quand même très intéressante, mais sur le côté résumé des épisodes précédents, quoi, en fait. Voilà, alors je vais juste faire en 2-3 minutes l'article d'après, qui était la motivation, ça s'en va et ça revient, mais franchement, j'ai pas trouvé grand-chose à vous dire, hein. Donc ça nous parle des deux types de motivation, intrinsèque et extrinsèque, que dans le cadre scolaire, il y a énormément de motivation extrinsèque. La motivation intrinsèque, ce serait l'envie d'apprendre, de comprendre les mouvements d'éducation populaire, c'est-à-dire les gens allaient le dimanche dans les universités populaires, par exemple, pour apprendre, donc c'était une motivation qui venait d'eux-mêmes. Bon, quoique, ils vont le dimanche, etc., mais c'est aussi un statut social, c'est aussi une démarche politique, enfin bref. Mais bon, on va dire que c'est la volonté de s'instruire uniquement, d'accord ? Et puis, par contre, la motivation extrinsèque aujourd'hui, celle qui est pas belle, c'est de décrocher le diplôme, l'obligation de la scolarité, etc. Bon, d'accord, donc c'est là-dessus. Ensuite, elle nous dit quand même que le travail n'est pas forcément dégradé si la motivation est extrinsèque, c'est-à-dire on peut très bien aussi progresser avec seulement une motivation extrinsèque. C'est pas parce que vous êtes obligé de faire votre mémoire que
motivation extrinsèque qu'il va être très mauvais, d'accord, et que vous n'allez rien apprendre. Non, 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 vous pouvez apprendre, etc. Voilà. Donc, c'est-à-dire que là-dessus, elle revient sur le fait de motivation intrinsèque, extrinsèque. C'est pas parce que l'intrinsèque est préférable à l'extrinsèque qu'il faut jeter l'extrinsèque, d'accord. Quand on n'a pas de motivation pour une discipline, eh ben, il reste la motivation extrinsèque, et donc on se motive par des éléments extérieurs. C'est pas pour l'amour du mémoire de master que je vais faire ça, mais c'est parce que je veux avoir mon master pour pouvoir enseigner, pour pouvoir faire ceci et cela. Voilà, donc nuancer la dichotomie motivation. Donc en fait, là c'était pour dire que, encore une fois, hein, on a déjà vu, que la motivation n'est pas un état, mais c'est un processus, et donc il y a une dynamique motivationnelle, il y a des hauts, il y a des hauts et il y a des bas, comme on a dit tout à l'heure, il y a des boucles de rétroaction, ça confirme, ça infirme, on se remotive en se disant, allez, on a des échéances, etc. Échéance, motivation extrinsèque. Et puis, il y a tout plein de considérations qui peuvent être prises en compte, qui sont tout à fait vraies, mais alors après, ça en fait beaucoup. C'est-à-dire les éléments de la personnalité, si on est apathique, si on est dynamique, le feedback qui nous entoure, le feedback, l'entourage que vous avez avec vos amis, avec vos camarades, etc., etc. L'enseignant, est-ce que c'est un bon enseignant, est-ce que vous souhaitez réussir avec lui ou pas. Donc ça, c'est très important, hein, le lien, l'aspect sentimental, enseignant, relation enseignant, dans l'école primaire en particulier, c'est extrêmement important, hein, il y a des études qui ont été faites là-dessus. Voilà. Et donc, pour terminer cet article, eh bien... Donc elle constate qu'il y a une crise de la motivation à l'école, mais que ce constat, donc pour nous sauver, c'est pas nouveau, hein, c'est pas quand vous allez y arriver, c'est vous, ils sont pas motivés par vos cours, non, non, ça a toujours été comme ça, en gros. Il y a toujours eu de l'ennui, du découragement, et des manifestations violentes, alors il y en a peut-être un peu plus maintenant, mais la société aussi a changé, hein, c'est pas dans l'article, mais c'est évident. Voilà, que c'est sans doute en lien aussi avec le processus de démocratisation scolaire où l'école est peut-être devenue un espace de concurrence permanente, ou en tout cas l'école est perçue comme un espace de concurrence permanente. Alors vous savez bien que pour remédier à cela, on a essayé, hein, en s'inspirant des pays nordiques, de faire l'école sans notes, de faire la valorisation, la bienveillance, donc de mettre la notation par compétence, pardon, d'accord, pour pouvoir dire que chacun réussit, etc. Et pour aussi essayer de casser cette idée qu'il y ait de la concurrence. Mais d'un autre côté, la concurrence, c'est une motivation qui peut être intrinsèque aussi. Hein. C'est la meilleure des motivations, je veux réussir. Bon, c'est compliqué quand même. Hein. Voilà, et elle termine par dire que l'école ne peut plus jouer sur les finalités partagées, se retrouve confrontée à une crise de sens. Oh, oui, mais ça, ce serait le début du truc, vous voyez, qui nous intéresse. Comme fin, voilà. Donc il y a une crise de sens parce que il y a plus de finalité partagée dans l'école. Hein, c'est plus les gens n'y vont plus pour un même objectif. Il y a c'est un amas de beaucoup d'éléments différents. Et donc, on est confronté à plein de soucis. Vous allez être confronté à plein de soucis, d'accord? Et donc il n'y a pas de réponse à cela dans cet article, en tout cas, mais peut-être ailleurs. Voilà, donc c'est bon pour la première vidéo, où il y avait surtout la partie rappel des épisodes précédents. Et donc je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour vous parler du « Peut-on susciter le désir d'apprendre ?» Donc vous n'aurez pas forcément la réponse, mais par contre c'est très intéressant parce que c'est écrit par Philippe Mérieux, et je vous raconterai ça dans la prochaine vidéo.